d'être avec vous en ce jour, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'est peut-être parce que l'Himalaya est le toit du monde que ce massif et ce plateau semblent avoir une portée universelle. Ces paysages d'altitude nous sont presque familiers, tant les cultures himalayennes ont rayonné et rayonnent encore, et tant les luttes qui les animent sont devenues nos luttes. Pour ma part, je suis convaincue que les peuples de l'Himalaya ont un temps d'avance. Guides de montagne pendant des décennies, c'est grâce à eux que les humains ont accédé au sommet. Guides mystiques et moraux, leur résistance non violente et leur haut degré de spiritualité ont fait du Dalai Lama l'une des plus grandes voix de la paix mondiale, respectée et écoutée sur tous les continents. Témoins des bouleversements climatiques que vit le massif, les peuples de l'Himalaya sont aujourd'hui des guides environnementaux. Les philosophies tibétiennes qui tendent au respect absolu du vivant inspirent nos combats écologiques, en tous les cas mes combats écologiques. Je suis d'ailleurs particulièrement heureuse de constater que l'accent de cette édition du festival est mis sur l'écologie. Parler de l'Himalaya seulement sous un angle culturel et environnemental serait occulter le joug cruel et violent sous lequel vivent depuis 7 décennies les Tibétaines et les Tibétains. Ce triste 70e anniversaire de la conquête brutale du Tibet est pourtant quasiment absent du champ médiatique et politique occidental. Je ne m'y résous pas et je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour condamner une nouvelle fois les violences inadmissibles dont sont victimes les Tibétaines et les Tibétains de la main du régime chinois. Un régime qui maltraite un autre peuple, le peuple ouïghour, et dont nous condamnons tout autant la persécution. La politique de la République populaire de Chine est souvent accusée de vouloir effacer toute trace de la culture tibétaine. Notre présence ici, ce midi, c'est un lapsus, parce qu'en plus c'est écrit ce midi, est la preuve que cette politique est un échec. Cet événement est la preuve que le Tibet est vivant. Il est aussi une preuve de plus des liens très forts qui unissent le 12e arrondissement de Paris et le Tibet. Comme vous le savez, le centre Kagyu-Dyong, mon tibétain n'est pas très bon non plus, je suis désolée, fait rayonner le bouddhisme tibétain dans toute l'Europe. Le 10 mars dernier, j'étais fière d'avoir demandé à ce que la mairie du 12e arbore le drapeau tibétain en mémoire du soulèvement du 10 mars 1959 et ses nombreuses victimes. Devant les persécutions qu'il subit, le peuple tibétain nous trouvera toujours à ses côtés, comme aux côtés de tous les peuples opprimés du monde. Je vous remercie. Communauté et ça tombe bien qu'il y ait ce festival pour pouvoir justement relancer la dynamique de groupe et de collaboration collective pour reparler du Tibet, parce que le Tibet et les Tibétains courent le grand risque qu'on finisse par les oublier, et ça serait la pire des choses qui pourrait leur arriver. Et donc ce genre de manifestation organisée grâce effectivement à la mairie, et je salue le discours et l'engagement de Madame le maire pour la cause tibétaine. Ce genre de festival effectivement est la preuve et le support d'une volonté du peuple tibétain de résister malgré les horreurs vécues, malgré les répressions qui ont été formulées par Madame le maire.
Et le fait de se regrouper et de se retrouver, pas simplement les Tibétains d'ailleurs, mais aussi tous les Parisiens et toute la communauté française autour des Tibétains, pour leur prouver que nous sommes toujours là à leur côté, est vraiment absolument essentiel. Pour ma part, je m'exprime non seulement au nom de mes collègues du groupe d'études France-Tibet de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout, je dirais, à titre personnel, puisque j'ai un lien personnel très particulier et très fort avec le Tibet, puisque j'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années, de visiter ce pays. Et j'en suis revenu avec d'abord ébloui, très touché par la beauté des paysages et puis par la chaleur et la gentillesse et surtout la religiosité de la population. Et j'étais revenu avec un engagement personnel pris de façon vraiment très intime, me dire que si j'avais un jour l'occasion d'aider les Tibétains, je le saurais. À l'époque, je ne savais pas du tout qu'un jour le hasard de la vie, mon karma, m'amènerait à m'engager en politique. Et donc c'est avec tellement de plaisir et vraiment un sens de l'honneur vraiment qui m'est fait que j'ai pris la présidence de ce groupe d'études France-Tibet. Mais c'est surtout, je vous le dis, à titre personnel que je m'exprime. Que vous dire, monsieur le représentant du Dalai Lama, vous avez dit toute l'admiration que vous aviez pour la culture tibétaine. Permettez-moi de vous dire que j'ai aussi un sentiment très profond d'admiration pour votre culture. J'estime que la culture tibétaine, avec tout ce qu'elle représente, non seulement la langue, le folklore musical, les danses, mais également la dimension spirituelle, les rituels. Pour moi, ça fait partie vraiment du patrimoine, non seulement culturel, mais vraiment mystique, en fait, de notre humanité. Et qu'on soit où veut défendre ce qui est une richesse extraordinaire et qu'on ne trouve que justement dans les contreforts de l'Himalaya. Vous parliez tout à l'heure, Madame le maire, aussi de l'enjeu écologique qui se joue sur les plateaux tibétains et de l'Himalaya. Moi-même qui travaille beaucoup sur ces questions, notamment de santé-environnement, je suis particulièrement intéressée, mais aussi un peu perplexe et vaguement inquiète de ce qui peut se passer sur la gestion de l'eau au niveau de l'Himalaya et la manière dont on peut surexploiter les ressources de cette région. Et je pense que tous ensemble, nous pouvons essayer de défendre ce qui peut être encore défendu en matière de qualité environnementale et de toute cette région, parce que c'est un enjeu essentiel pour tout le continent asiatique, bien sûr, l'accès à l'eau. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage pour vous dire combien je suis vraiment heureuse d'être avec vous sous ce beau soleil, de retrouver la communauté avec ses rituels, les prières particulières, cette connaissance ésotérique qu'on sous-estime, que ceux qui ne connaissent pas ce que ça représente sous-estiment. Merci à vous d'être là pour nous le rappeler et pour nous inviter aussi à faire une pause dans nos vies souvent très agitées, surtout nous autres élus, je dois dire, et puis reconsidérer peut-être ce qui est essentiel en se recentrant sur nous-mêmes et puis en nous reliant à ce qui nous est commun à tous et que nous partageons et qui est une autre dimension parfois que celle simplement des positionnements politiques ancrés dans la réalité, dans la réelle politique matérialiste, et qu'il y a d'autres dimensions à vivre tous ensemble. En tout cas, vous savez que vous pouvez compter sur moi pour faire, dans la mesure de mes moyens, tout ce que je peux faire pour vous aider. Voilà. Merci encore pour votre invité. Je suis très impressionnée parce que mes amis et collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Mais avant tout, ce que je voudrais dire ici, c'est
Jean-Luc Romero, que vous connaissez très bien et vous savez à quel point c'est un ami du Tibet, des Tibétains, de la cause tibétaine, malheureusement ne pouvait pas être avec nous, mais je sais, il m'a demandé de vous saluer en son nom. Je sais que à la fois par l'esprit et par le cœur, il est présent avec nous et vous savez que vous pourrez continuer à compter sur lui. Alors la raison pour laquelle il m'a demandé cela, c'est que Jean-Luc et moi partageons, outre la défense et de la cause tibétaine, la question des droits humains. Hein. Il est adjoint à la maire de Paris aux droits humains et moi je suis l'ancienne présidente d'Amnesty International France et vous savez l'engagement d'Amnesty International. C'est vrai que toutes ces années, on a pu voir comment la situation a continué à se dégrader. Certes, l'occupation date de 70 ans, mais les violations des droits humains au Tibet sont majeures. Elles sont majeures parce qu'elles s'attaquent aux hommes, aux femmes, aux enfants, mais elles s'attaquent aussi à l'essence même, à votre spiritualité, à votre tradition, à vos cultures. Et ce festival, en cela, est très très important. La première forme de résistance est, de mon point de vue, non pas les armes, mais c'est la culture. Parce que la culture, c'est ce qui maintient vivant ce qu'est un peuple et sa population. Elle se transmet. Et on l'a vu parce qu'il y a eu des occupations très longues à travers l'histoire de la planète pour certains peuples. Mais ce qui a fait qu'ils restent unis et qu'un jour, ils arrivent à retrouver ce qui était leur sol, ce qui était leur liberté, ce qui était leur vie, c'est la transmission de la culture et de leur tradition. Et donc, c'est fondamental. C'est fondamental, mais on ne doit pas se limiter qu'à cela. Et nous, en tant qu'élus, en tant que militants et défenseurs des droits humains, nous devons aussi continuer à être à vos côtés pour dire ce qui se passe, pour défendre vos droits, pour dénoncer ce que vous subissez. Et Emmanuel Pierre-Marie le disait très bien également ce qui se passe aujourd'hui avec le peuple ouïghour. Aucun peuple ne devrait être oppresseur d'un autre, ni aucun gouvernement de son peuple et ni des autres. Et donc, je vais m'arrêter là parce que c'était merveilleux. J'ai beaucoup apprécié la cérémonie de purification. Je disais à Emmanuel Pierre-Marie que, en vous écoutant, j'entendais les chants polyphoniques pygmées d'autres chants, un autre continent, une autre région, mais avec toujours la même ferveur, le même lien à la terre, à la nature, au ciel, aux esprits, à tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains et que nous constituons ensemble l'humanité. Et c'est au nom de cette humanité que, comme Jean-Luc Romero, vous me trouverez toujours à vos côtés. Merci beaucoup et très très beau festival. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Garrigos. Évidemment, comme vous venez de dire à l'instant, c'est vrai que c'est un festival qui est consacré à l'écologie. Donc, évidemment, nous avons prié, nous sommes nés sous cette terre-là, nous vivons sous cette terre-là, nous partons de cette terre-là, de ce fait-là. Responsable du service social et aussi éditeur au Soleil. Ils ont tous deux fondé en 1991
française une grande édition indigène dont le travail se verra couronné en prix engagé dans notre quotidien. Alors, comme vous le savez peut-être, le rapport du août dernier du GIEC, le groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat, alerte une fois de plus sur l'évolution catastrophique du climat pour notre planète et le futur de l'humanité. Le changement climatique n'est plus une menace hypothétique, il est une réalité qui se manifeste aujourd'hui sous nos yeux. Alors, on va dégager 3 points clés de ce rapport, et ces 3 points vont nous guider tout au long de cette table ronde. Le premier est que l'influence humaine sur le climat est un fait établi et indiscutable. Ce sont les activités humaines qui sont à l'origine d'un réchauffement global, l'atmosphère, des océans et des terres. Le deuxième est que le changement climatique est sans précédent et plus rapide que son premier.